Oui. Bonsoir Célia Bessaguet, Bonsoir Fabienne. comment allez-vous? Ça va bien, oui, merci. Et Bon, vous? ça va, je suis ravie de pouvoir prendre ce temps, d'échange avec vous parce qu'on a eu un très bon contact au téléphone et vous portez un projet que je trouve, formidable. Comme je vous le disais, je suis très sensible aux questions d'éducation, d'écologie et vous regroupez, dans votre projet, un petit peu tout cela. Donc vous êtes, la cofondatrice et la directrice de l'école, Lait à l'air libre, qui se situe en Essonne. Donc vous m'avez expliqué, que vous avez fait tout un parcours, dans l'éducation. On va rentrer plus dans les détails après. Dans ce parcours à l'issue de ce parcours, enfin pendant ce parcours, vous avez expérimenté déjà, aussi bien, les écoles alternatives que l'école à la maison et de fil en aiguille et de rencontres avec d'autres mamans, vous avez décidé de créer cette école. Est-ce que vous pouvez nous, voilà, rentrer un petit peu plus dans les détails, nous dire ce que vous faisiez, dans l'éducation et voilà, ce qui vous a vraiment motivé pour, fonder l'école? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis, à la base musicienne intervenante en milieu scolaire, donc je suis flûtiste. J'ai exercé ce métier-là pendant 10 ans, en école publique, maternelle, élémentaire. J'y suis allée avec vraiment le souhait d'apporter, un petit temps de liberté, de créativité et d'expression. Et puis, les années passant, je me suis rendu compte que, c'était difficile, que je voulais plus. Heu, c'est ce que j'apportais en fin de compte, faisait du bien à tout le monde, mais aux enfants, aux adultes, mais ça reste dans un cadre très très scolaire, alors que moi j'avais envie d'apporter, justement de la souplesse dans ce cadre-là. Et j'ai perdu petit à petit cet élan. En tout cas, j'ai eu besoin de le rediriger. Et en parallèle, je suis maman. Je suis maman de 2 petits garçons, plus si petits que ça, et qui m'ont montré que, à quel point ils avaient un élan, une vivacité, un élan d'apprentissage, une curiosité naturelle, heu et vraiment des dispositions spontanées à apprendre, à créer, à s'exprimer librement. Et c'est tout ce qui me manquait dans mon métier. En fait, ce que vraiment, c'est ce que je cherchais. Et la rencontre des 2, voilà, professionnellement et personnellement, m'a amenée à me poser vraiment des questions, sur l'école, sur, l'éducation en général. Et donc du coup, j'ai mis mes enfants en école Montessori, parce qu'il y en avait une proche de chez moi. Et puis, en fin de compte, ça a pas forcément, ça correspondait pas forcément à ce que voulaient mes enfants, ça leur plaisait pas, donc on les en a sortis. Heu, on les a mis ensuite à l'école, publique. Donc on est tombé sur une super instit, vraiment géniale pour l'un de mes fils. Et puis, pour l'autre, c'était une succession d'enseignantes qui, voilà, qui prenaient des congés, voilà, pour diverses raisons. Et bon, ça a été plus difficile pour lui. Et ce qui a fait aussi qu'on a changé parce que l'arrivée en CP se profilait. Et à ce moment-là, on a fait l'école à la maison. Enfin, en tout cas, j'ai ouvert à l'air libre dans ma maison, heu, pour mes enfants. Donc c'était sous forme de micro-école. Et mais sous forme de unschooling, donc avec des apprentissages qui se faisaient de manière, spontanée, très naturelle, très, très, très physiologique en fin de compte. Heu, Ça s'est super bien passé, mais le temps passant, on avait vraiment besoin les enfants et puis moi de plus de monde, de plus de diversité, de plus de rencontres. Voilà, on avait besoin de plus en fin de compte. Et à ce moment-là, j'ai rejoint, ma collègue Sandrine qui avait elle aussi monté sa micro-école dans sa maison. Et nos visions éducatives correspondaient, parfaitement. Elles s'emboîtaient l'une dans l'autre. Et à ce moment-là, on a décidé de créer à l'air libre, pour tous. Et ça s'est passé du coup en
On a ouvert en septembre 2018, donc il y a un petit peu moins de 3 ans. D'accord. Voilà. J'ai une question qui m'est venue en vous écoutant. L'air libre, donc vous l'écrivez E-R-E. Est-ce qu'il y a Mhm. une dimension un petit peu, historique dans l'air, libre? C'est-à-dire que c'est pas Ouais. A-I-R-E. Est-ce que vous pensez que, voilà, il faut, voilà, revoir, refonder, l'éducation pour qu'elle soit mieux adaptée aux enfants, qu'ils se sentent plus libres? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme air libre? Oui, tout à fait. On voulait aller plus loin, c'était un jeu de mots, parce que pour nous, effectivement, on va en parler plus tard, mais la nature et être à l'air, à air libre est fondamental. Mais au-delà de ça, euh, il y a une dimension vraiment humaine très, très importante. Et au fondement de ces valeurs-là, il y a la liberté d'être, la liberté de choisir aussi en tant que famille, euh, qui a vraiment porté la création de cette école, c'est pouvoir choisir euh, l'éducation, l'école ou la maison, euh, mais vraiment pouvoir être libre de choisir pour ses enfants, que les enfants puissent choisir aussi pour eux-mêmes et qu'ils puissent vraiment s'inscrire dans quelque chose de... euh, euh, je suis en train de perdre mes, mes mots. Mmh. Euh, Vraiment être eux-mêmes en fin de compte, vraiment sortir du stéréotype de l'élève qui répond à des obligations, des attentes, etc. Et être vraiment soi-même pour faire plaisir à personne d'autre que soi-même, en fait. C'est vraiment être libre pour soi et dans le monde. Est-ce qu'on peut, entrer à l'école à n'importe quel âge? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Oui, alors bah, nous, à l'école à l'air libre, on accueille les enfants à partir de 6 ans. Mmh. Donc à partir du CP jusqu'à la terminale. Actuellement, on a 20 enfants, une vingtaine d'enfants scolarisés à l'air libre et ça va de 6 ans jusqu'à euh, 14 ans. On n'a pas de lycéens parce que aujourd'hui, on accueille les lycéens qui seront scolarisés à l'air libre seront forcément passés par le collège en amont. Voilà, bénéficier d'autant de liberté quand on ne l'a pas connu avant, ça pourrait être peut-être un peu difficile Oui. à gérer. Voilà, nous, ce qu'on offre à l'air libre, c'est vraiment du temps. C'est du temps pour se connaître, du temps pour savoir comment on fonctionne, comment on apprend, ce qu'on aime. Et tout ce temps-là, il participe à construire cette confiance-là pour qu'éventuellement au lycée, on puisse préparer différents diplômes, différents examens et qui ouvriront des portes professionnelles. Est-ce que ça se passe comme dans l'école, que moi je connais traditionnelle? Est-ce qu'il y a une classe pour les enfants de 6 ans? Est-ce que tous les élèves sont ensemble? Comment ça se passe? Oui, alors, du coup, on va rentrer un petit peu plus peut-être dans la dimension permaculturelle de l'école, Mmh. parce qu'on ne fonctionne pas avec plusieurs classes, plusieurs niveaux. On est une classe unique, comme ça se fait depuis pas mal de temps. On fonctionne donc en permaculture humaine, à savoir que à l'école publique, par exemple, on a un groupe d'enfants regroupés donc par âge, euh, par niveau, et qu'on va emmener d'un point A à un point B. Pour nous, ça représente vraiment la monoculture. Mmh. Voilà, pour faire le parallèle avec l'environnement et l'agriculture, voilà, un champ en monoculture, ça produit certes voilà, des denrées, mais en termes de richesse et de choses qui puissent nous nourrir, c'est pauvre. C'est pauvre, c'est limité. Et donc le fait qu'on soit en multi-âge, de 6 à 15 ans aujourd'hui, plus les adultes, ça permet vraiment, de fait, de gommer la compétitivité, parce qu'on est tous différents, on a tous des niveaux, donc ça ne sert à rien de se comparer, voilà, c'est pas du tout l'objectif, au contraire,
on va développer l'entraide, la coopération et justement s'enrichir des intérêts des plus vieux, s'enrichir de la spontanéité des plus jeunes. Et c'est ça qui va faire que ça va être beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus intéressant, ça va faire beaucoup plus de sens, en fin de compte, pour chacun d'entre nous. Et en ce sens-là, oui, on est, on est une école permaculturelle à la fois d'un point de vue humain et à la fois d'un point de vue jardin et environnement naturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une journée à Mm. l'école à l'air libre? Oui, bien sûr. Alors, à l'école à l'air libre, on arrive entre 9h et 9h40. Voilà, on prend son temps. Il y a des personnes qui habitent loin, d'autres plus proches. On essaye de respecter un peu plus les rythmes physiologiques aussi. En arrivant, on se regroupe. On se regroupe tous ensemble dans la salle commune et c'est là qu'on va partager un petit peu notre météo intérieure. Parce que comme on va vivre toute une journée ensemble, en fin de compte, pour nous, c'est hyper important qu'on puisse partager l'état dans lequel on est. Peut-être que j'arrive avec de la fatigue et je vais la partager au groupe. Peut-être qu'au contraire, j'arrive avec un élan de l'enthousiasme pour tel projet. Je vais avoir besoin de soutien, d'aide, j'aurai envie de partager. À ce moment-là, c'est toujours aussi intéressant de le partager au groupe. Donc ce temps-là, il est hyper important. C'est un temps qu'on va retrouver aussi en fin de journée pour faire un point. Voilà, je me sens comme ça, je me sens plutôt nourrie ou fatiguée et j'ai aimé telle chose dans ma journée ou alors telle chose ne m'a pas plu. Voilà, c'est vraiment un moment important d'arriver à identifier l'état dans lequel on est parce que c'est hormis le ça va qu'on peut voilà, dire de manière un peu spontanée, c'est vraiment s'interroger, arriver à accueillir les émotions dans lesquelles on se trouve et les nommer, les partager. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment fondamental. Ensuite, le lundi, on a nos emplois du temps. Chaque membre de l'école construit son emploi du temps. Donc, il y a des ateliers, il y a des clubs, il y a des permanences français, maths, langue, etc. Et donc, chaque personne va construire son emploi du temps euh, en réservant ces créneaux-là d'atelier. Donc, je suis engagée en espagnol. Je sais que le mardi matin, je vais en espagnol. Par contre, voilà, je suis aussi engagée en journalisme. Euh, Tiens, je vais travailler, je vais me mettre un petit créneau de travail sur mon article le jeudi matin, par exemple. Voilà. Donc, c'est apprendre. Il n'y a personne, en fait, qui va forcer les enfants à quoi que ce soit. C'est les enfants qui s'engagent avec eux-mêmes. Avec le groupe aussi, parce que quand on travaille sur un journal, par exemple, on est plusieurs à participer. Et donc, on n'est pas seulement responsable de son article, on est responsable de la parution du journal. Donc, du coup, c'est vraiment un apprentissage de l'autonomie. Donc, une fois que ces emplois du temps sont faits, toute la matinée, il y a voilà, donc ces ateliers, ces clubs, ces permanences qui se déroulent. Et ensuite, on a un temps du midi. Alors nous, il n'y a pas de cantine parce qu'on est une maison qu'on a transformée en école. Donc voilà, chacun vient avec sa petite lunchbox ou son repas à cuisiner. Il n'y a pas non plus d'heure pour manger. Il n'y a pas de sonnerie pour dire que c'est le moment de manger. On mange quand on a faim, quand on en a besoin, parce qu'on est tous différents et que c'est important de s'écouter, de respecter voilà, son corps. Et ensuite, en tout début d'après-midi, on a à nouveau un moment de regroupement, un moment de réunion. Alors, ça dépend des jours. C'est là où on a un peu plus nos instances démocratiques. On n'a pas encore trop parlé, mais notre école, elle a un fonctionnement autogéré. Donc, c'est-à-dire que 2 fois par semaine, sur ce temps du début du midi, on va à nouveau tous se regrouper et décider ensemble des règles qui vont avoir lieu dans l'école, des propositions d'achat, de sortie, etc. Donc tout ça, on va le décider ensemble. Chez nous, on ne fonctionne pas à la majorité, on fonctionne au consentement, dans le sens où, pour nous, c'est hyper important que chacun puisse être entendu
même si on est minoritaire. Donc, du coup, on a tout un système qui nous permet de nous exprimer chacun à notre tour. Et puis, bah, si une proposition n'obtient pas le consentement, elle est renvoyée en commission, réétudiée, modifiée, etc. Donc, c'est nous, on trouve ça hyper riche et puis les enfants sont vraiment partie prenante, de ces institutions, de toutes ces possibilités qui leur sont offertes pour être vraiment, acteurs, de leur vie et acteurs du coup aussi, de leur propre parcours d'apprentissage. Donc ça, c'est sur le début d'après-midi. On a aussi un temps, donc ça c'est 2 jours par semaine et les 2 autres jours par semaine, on a des temps qui sont dédiés à l'OVE, l'Observatoire du vivre ensemble, qui s'occupe d'étudier un petit peu ce qui est de l'ordre des infractions à nos règlements, à tout ce qui est obstacle, en fin de compte, à nos accords de membres, au vivre ensemble. Et on a un petit comité qui se réunit de volontaires pour accompagner, aider la personne qui a enfreint une règle à ne plus l'enfreindre, soit avec une organisation personnelle, soit en l'aidant à modifier une règle qui finalement n'est plus tout à fait juste. Voilà. Et ce temps-là peut être pris aussi de début d'après-midi pour tout ce qui est de l'ordre des médiations. Parce que chez nous, à l'air libre, le climat de paix qui règne, il est vraiment fondamental. Donc, quand on a des tensions avec quelqu'un, ou quand on a vraiment un conflit, on a divers outils qui sont tout de suite disponibles pour les jeunes, que ce soit les messages clairs, que ce soit les médiations ou que ce soit les cercles de paix, pour vraiment être responsable de ces tensions, de ces actes et résoudre les problèmes pour avancer. Voilà, pour avancer pour soi-même et pour avancer dans le groupe. Mmh. Ensuite, on a l'après-midi où il y a de nouveau des temps de projets, des activités libres, voilà, diverses et variées. Et ensuite, fin de journée, on se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, on fait un petit point et ensuite on fait le ménage tous ensemble. Voilà, donc D'accord. répartis par niveau. J'ai vraiment la sensation que, oui, oui, l'enfant est pris en compte dans sa globalité, aussi bien au niveau émotionnel, puisqu'on lui demande dès le matin comment il se sent, parce que, voilà, un enfant est un être humain. Enfin, nous sommes tous des êtres humains, mais ce que je veux dire, je compare ça à ce que je connais moi, c'est pas du tout ce qui se passe à l'école. Les enfants, sont à l'école traditionnelle pour assimiler du savoir. Après, bon, il y a des professeurs plus ou moins attentionnés, mais voilà, on leur demande pas non plus de faire une étude au cas par cas. Et c'est vrai que je pense que si on veut avancer vers une société plus humaine, on doit bien prendre en compte cette dimension-là, enfin, qui paraît, pour moi, ça me paraît tellement être la base, quoi. De se soucier de comment va l'enfant, pour qu'ensuite, eh ben, il puisse aller vers autre chose. S'il a un souci, parce qu'à la maison ça se passe pas bien, comment peut-il être disponible pour autre chose? Enfin, je veux dire, ça paraît, voilà, bon. Je ressens aussi que l'enfant est responsabilisé, puisqu'on lui demande de réfléchir à se positionner, à prendre des décisions, en fait, hein. Il fait partie d'un comité qui décide, donc je trouve que c'est super ça, ça donne confiance. On se dit: «Bon, voilà, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, on me demande mon avis, quoi, c'est trop bien». Donc on tient compte de sa personne, de son avis. On n'est pas là à lui dire: «Tu dois faire ça» et alors, donc là, on a vu l'aspect permaculturel à l'intérieur de l'école, mais je crois qu'il se passe aussi des choses intéressantes à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous Oui, raconter? parce qu'on a la chance, d'être dans un petit coin de paradis. On a accès, à un jardin, magnifique. On a 3000 m², de parc et dans cet espace-là, on a, différentes aires, de jeux, de culture, de forêts, de zones sauvages
et ça se prête magnifiquement à tout ce qui est permaculture au jardin, dans le sens où on peut vraiment designer cet espace-là pour à la fois nous apprendre, nous en inspirer, etc. euh, Préserver aussi cet espace naturel, donc ne pas, enfin voilà, on va pas construire des choses ou on va vraiment en prendre soin, que ça, aussi bien d'un point de vue de la faune que de la flore. Et c'est un formidable terrain d'expérience aussi, parce que quand on arrivait, il y avait pas du tout de potager. C'était, voilà, un super espace, naturel, sans culture, et du coup, bah, on a pris, vraiment du temps pour observer et puis pour construire cette terre potagère, toutes ces planches de culture. Donc maintenant, ça fait 3 ans, on commence à avoir de plus en plus de, de résultats, et c'est vraiment enthousiasmant. On a pu mettre en place pas mal de choses d'un point de vue la, des ressources comme le compost, comme la récupération d'eau. Là, c'est en cours. Donc c'est vraiment une démarche très, très globale. Les enfants ont accès au jardin totalement librement. Il n'y a pas d'heure de récréation, il n'y a pas d'heure pour aller faire du jardin. C'est vraiment c'est la continuité de l'école, enfin des murs. Voilà, c'est vraiment dans la continuité. Et après, nous, donc la dimension permaculturelle au jardin, elle passe dans un premier temps par la création ou la continuité, suivant chacun, mais du lien qu'on a soi-même avec la nature. Parce qu'on a tous un lien différent. Euh, Certains ont un lien plus dans le faire, d'autres dans le sentir. C'est vraiment très personnel. Et on peut pas, enfin, nous, on considère qu'on ne peut pas voilà, faire de l'éducation à la nature sans qu'il y ait le lien personnel, sans qu'il y ait l'affect, sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui fasse sens, mais vraiment profondément. Donc, il y a tout cet aspect-là où on va avoir différents ateliers, euh, donc voilà, sensoriels par exemple, ou alors tout ce qui est du jeu libre. C'est pas dirigé par l'adulte, mais les enfants par eux-mêmes voient, observent, interagissent, gèrent les ressources. Je pense aux cabanes. Les cabanes, c'est vraiment une activité incontournable à l'air libre. Il y en a depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ça évolue, c'est jamais pareil. Pourtant, il y a toujours les mêmes envies de créer des cabanes. Mais alors, est-ce que c'est des individuels? Est-ce que ce sont des collectives? Comment gérer le nombre de bâtons qui, lui, n'est pas exponentiel? Donc, comment tous ensemble, on va gérer ça? Est-ce qu'on peut faire du troc? Est-ce que je peux t'échanger des choses? Est-ce qu'on peut mutualiser certains matériaux? C'est vraiment très, très riche. Et, euh, et tout ça, ça participe du lien qu'on développe, chacun d'entre nous, avec notre environnement naturel proche. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il y a l'atelier plutôt club nature, qui est voué au potager, avec un petit peu des extras aussi, mais vraiment dédié à la culture, à observer comment ça se passe en fait, d'où vient la vie, d'où vient la plante, d'où vient le légume, de quoi il a besoin, quelles sont les plantes aussi qui vont être nécessaires ou soutenantes dans la croissance voilà, de nos plants potagers, quels sont les animaux aussi, les auxiliaires du jardin qu'on voit, mais dont on ne mesure peut-être pas l'importance. Et ben, tout ça, ça participe du club nature dont les enfants voilà, sont relativement acteurs à l'école. Et ensuite, pour les plus vieux, donc voilà, ils ont aussi accès au club nature sans restriction, etc. Mais pour les plus vieux, il va être question aussi d'aller un petit peu plus loin que le jardin
et d'élargir en fait la conscience des problématiques environnementales et de l'impact de l'activité humaine sur la nature en général, en fait, et d'aller plus loin dans la sensibilisation, dans les actions qui peuvent être engagées. Et c'est vraiment un continuum, en fin de compte, voilà, de la sensibilisation du lien personnel à l'engagement plus activiste, peut-être, si, pour voilà, des causes environnementales qui sont vraiment des enjeux de société, voilà, Mmh. pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la forêt comestible? Oui, bah, ça, c'est un projet. D'accord. C'est un projet, on a lancé récemment une campagne de financement participatif parce que on a un projet de forêt comestible. Euh, donc depuis 3 ans, nous, on travaille sur des petites planches, on récupère des graines à droite, à gauche. Et là, bah, c'est super. Mais on veut aller plus loin. Encore une fois, voilà, on a cet élan de la part des enfants, de la part des adultes qui travaillent à l'école, de la part des parents aussi qui veulent vraiment s'engager à apprendre et apprendre à faire pousser, apprendre à composer, à créer un jardin qui est vraiment dans la résilience. Et donc, du coup, on veut planter une forêt comestible. Et pour ça, on a besoin d'argent pour acheter des Mmh. plants, des arbres, des arbustes. On a besoin de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a sollicité, on a répondu à l'appel à projet lancé par les Colibris, par le Fonds éducation plurielle et Bluebees. On a été retenu pour être accompagné dans cette aventure. Et donc, du coup, ben voilà, on récolte des fonds pour cette forêt comestible, mais pas seulement, également pour nous former, parce que nous, on est plutôt dans l'éducation, plutôt au contact des enfants, voilà, la pédagogie en général. Et on commence à toucher à des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses, sur la reconnaissance de plantes, sur de la taille, sur de la greffe, sur des questions qui commencent à se poser aujourd'hui au Club Nature. Et, euh, et voilà, on a besoin de soutien aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet Grandir Nature. D'accord. Vous me donnerez le lien, comme ça je pourrais le Ouais, avec plaisir. Merci. alors on va arriver, tout doucement au terme de ce moment passionnant parce qu'on sent vraiment que vous êtes animés par le projet, c'est super. Alors, donc l'école a été fondée donc en 2018. Du coup, vous avez un petit peu de recul maintenant. Est-ce que vous trouvez les enfants épanouis? Est-ce que les parents sont contents de cette, forme d'éducation alternative? Quels sont un petit peu les retours que vous avez? Bah, ce qu'on a pu lire dans les livres, voilà, de l'importance de la nature, de la confiance, euh, voilà, on l'a vécu. En 3 ans, on a été témoin, enfin on est témoin, on continue d'être témoin euh, de, euh, de l'aspect grandiose de la liberté dans l'éducation. Les enfants qui sont scolarisés vraiment depuis le début chez nous, ils ont appris à lire tout seuls, ils ont appris à compter tout seuls, ils, ils sont passionnés, curieux, et aujourd'hui, ils arrivent à être autonomes dans leurs apprentissages. Là où on pourrait aller pousser voilà, des enfants à aller apprendre ça parce que c'est important, et ben, en fin de compte, les enfants qu'on a qui sont là depuis le début, ils sont passionnés. Vous me disiez tout à l'heure passionnés, ben, à l'air libre, c'est vivant en fait. On est vraiment dans la vie, dans l'enthousiasme et dans la motivation. En fait, on est dans une boucle vertueuse Mmh. euh, où la liberté génère tout plein de choses, du sens, de la motivation, de l'enthousiasme, de l'autodétermination
dans ces apprentissages, de la connaissance de soi, de la méthodologie en fin de compte. Comment j'apprends moi? Moi, j'apprends différemment que toi, hem, mais c'est tout aussi bien et puis toi, tu as ces compétences-là, moi je les ai pas, mais j'en ai d'autres et c'est bien et tout ça, ça participe, de la construction d'humains, non pas d'élèves, mais d'humains, de futurs citoyens, éco-citoyens même, heu, qui ont autant de savoir-faire que de savoir-être. Mmh. Mmh. C'est vraiment, je pense que vous en avez conscience, mais je vous le dis, c'est, fabuleux d'avoir monté ce projet. Vous êtes en train de semer des graines, mais extrêmement importantes, dans ces enfin, à l'intérieur de ces enfants sur, voilà, pour comme vous dites, pour en faire des éco-citoyens, des jeunes personnes conscientes de leur personne en tant qu'être humain, conscientes de du coup, par ricochet, de leur environnement parce que voilà et enfin, c'est fabuleux, je vous remercie. C'est formidable ce que En vous fait, les enfants ont déjà tout. Heu, Nous, on insuffle, la seule chose qu'on oui, fait, c'est, de leur mettre enfin, de mettre un terreau, de mettre, de la bienveillance, de mettre du soleil, de mettre de l'eau, de les rendre disponibles parce qu'ils ont vraiment tout, en fait, pour s'épanouir et pour vraiment exprimer, développer leur potentiel, propre et qui sont vraiment, qui vont être des forces vives, vraiment, enfin, oui, dès aujourd'hui, mais pour la suite, ils ont déjà tout et ça demande qu'à oui, éclore en fin de compte et nous, comme on est là pour, voilà, pour soutenir leur élan naturel. mais c'est quand même, voilà, c'est fabuleux qu'à 3 femmes, courageuses, vous êtes allées, porter vos valeurs, créer une école. Enfin, je veux dire, moi aussi j'y ai pensé, mais vous voyez, j'ai pas regroupé autour de moi sur ce projet-là. Enfin, je veux dire, vous l'avez pensé, vous l'avez expérimenté à la maison, vous l'avez créé et ça fait 3 ans et c'est super. Il faut qu'il y en ait plein d'écoles comme ça. Et montrer Ouais, aux gens que voilà, il y a d'autres possibilités, qu'en fait, vous finalement, vous soutenez l'élan de vie qu'on a naturellement quand on est enfant, hein. C'est tout moi, je l'ai tout à constaté, fait. quand j'étais assistante maternelle, hein. Enfin et moi, il était plus petit, mais on a tout en nous, dès la naissance, pour, s'épanouir. Il faut juste que Ouais, l'adulte accueille ça, cet élan, de vie, ouais. les enfants sont Qu'ils accueillent ça sans jugement, ouais. Sans jugement et sans adultisme, oui, effectivement. ah oui, je connaissais pas ce terme, mais oui, c'est ça, c'est en arrêtant Mmh. de se positionner comme, voilà, un peu Ouais. supérieur. Mmh. Ouais, c'est très intéressant. C'est bien pour les personnes qui voudraient aller plus loin, enfin vous contacter, visiter l'école, comment peut-on vous joindre? Alors, ben, on a un site internet c'est www.alairlibre.com. Heu, voilà, on a dessus, bah, tout ce qui explique le fonctionnement de l'école, qui on est et cetera. Heu, on est joignable dessus, toutes nos coordonnées sont indiquées. On fait régulièrement des portes ouvertes, à l'école, bah, pour, justement, expliquer un peu notre démarche, expliquer le fonctionnement de l'école et puis, bah, échanger d'humain à humain. Et donc, ben, on vous invite tous ceux qui tout voilà, toute personne, un peu curieuse, un peu intéressée, vraiment on vous invite à venir nous voir et à venir nous rencontrer, échanger, parce que c'est comme ça qu'on avance, entre êtres humains, Mmh. c'est, voilà, en se rencontrant et en partageant. Alors j'ai dit que vous étiez situé en Essonne, quelle est la commune plus précisément? Parce que je me souvenais plus. On est à Étampes, Ah voilà, c'est ça. sud Essonne, c'est le bout de la ligne, du RER C. D'accord, OK. Donc en plus, enfin moi je connais pas très bien l'Essonne, mais, vous êtes dans un environnement, naturel, citadin, enfin comment, Alors Étampes, c'est la capitale du Sud Essonne, donc c'est une ville. d'accord, Donc c'est desservi par le RER. Néanmoins, enfin c'est la frontière entre, la ville et puis ensuite, la Beauce et d'accord, tout ce qui est environnement plus d'accord, naturel. On OK. est à la frontière et on a vraiment réussi à trouver un écrin de verdure, voilà dans la ville
on en profite bien. Bon, bah, c'est fabuleux. Un grand merci Célia pour, nous avoir fait partager, bah, cette belle aventure et puis j'espère qu'elle va durer très, très longtemps. Je viendrai prendre des nouvelles, hein, je vous le dis tout de suite. Avec plaisir. Merci Fabienne. Et puis donc Tu es la je bienvenue. merci beaucoup et je noterai donc, bah, donc votre site internet, vos réseaux sociaux, le lien pour, vous aider, vous soutenir dans le projet de forêt comestible et puis je suppose qu'il y en aura Merci. d'autres après, hein, donc, Ben, on voilà. espère. Un grand merci, je vous souhaite une belle soirée et une belle continuation dans votre Merci Fabienne. À bientôt. merci à vous.